Décryptage. Les commentaires de l'actualité, Annette Lévy-Villard. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui dans le studio de RCJ. Alors, vous avez 36 ans, vous avez publié des essais, vous avez réalisé des films, vous êtes engagé dans des causes telles que la Géorgie et puis l'Ukraine pour les dernières, je pense. Vous êtes aussi le fils du philosophe André Glucksmann, qui a marqué ma génération de mai 68. Au début, il avait cru au communisme. Après, il a été celui qui a été le plus critique du stalinisme. Il a été de tous les combats de ma génération. Donc, je suis encore plus contente de recevoir aujourd'hui le fils de ceux que nous avons toujours appelés Glux et Fanfan. Aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous venez de publier un livre qui donne le moral en ces temps déprimants. Il s'appelle Notre France. Je le montre. Regarde la vidéo. Dire et aimer ce que nous sommes, c'est publié aux éditions Alary. Le livre cartonne depuis sa sortie. J'ai pu voir les piles dans les librairies, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais ça ne m'étonne pas, parce que vous nous racontez un roman national de la France, plus sympathique que ce que nous disent aujourd'hui les partisans de citation d'identité française. Ceux qui se réclament aujourd'hui de l'identité française, du français, de la France, etc., nous parlent des Gaulois, mais pas de Voltaire ou de Victor Hugo. C'est une France fermée en colère, alors que vous remontez aux racines de cette France, qui, depuis la Révolution française, est devenue pour le monde entier un symbole, celui de la patrie des droits de l'homme. Que s'est-il passé pour qu'il y ait un tel détournement de cette France symbole des droits de l'homme pour arriver aujourd'hui à une image d'une France refermée sur elle-même, pas xénophobe, mais en tout cas égoïste. Donc, Raphaël Glucksmann, que s'est-il passé ? On a assisté au véritable kidnapping de notre histoire par des penseurs réactionnaires qui ont une vision close, univoque de l'identité française. Et ce kidnapping a été rendu possible par une chose: l'abandon de poste de la gauche, et en particulier de la gauche intellectuelle et morale, sur la question de la France. Il y a eu une forme de silence, comme si les intellectuels progressistes, comme si la gauche politique n'avait plus rien à dire sur la France, son histoire, sa culture, l'héritage qui fait de nous des Français. Et c'est ça qui a permis le triomphe des Zemmour ou des Buisson et des Villiers. C'est cette incapacité de la gauche à aller au-delà des slogans sur liberté, égalité, fraternité ou vivre ensemble, à enraciner son discours dans une forme d'histoire. Les principes qu'on nous sert à chaque élection, sur l'égalité par exemple, eh bien ces principes-là, ils ont une histoire qu'il faut restituer, réinventer, reconstituer. Il faut donner de la substance à ces mots. Et ce travail n'a plus été fait, ce qui a rendu possible l'OPA opéré par les penseurs réactionnaires sur ce que c'est que la France. Et c'est ça le drame actuel. Il y a toujours eu des visions réactionnaires de notre identité, des visions fermées qui excluaient à une certaine époque les Juifs et ensuite d'autres immigrés et avant d'autres immigrés. Mais il y avait face à cela une autre France qui s'exprimait. Et moi, ce livre, avant même de répondre aux Zemmour et aux autres, il répond à ce silence-là. Il vise à remédier à ce silence, à ce renoncement. Alors, il y a un silence, Raphaël Glucksmann, il y a un silence, mais il y a aussi une polémique tonitruante. Bizarrement, dans ce pays, tout devient une affaire, un débat. Donc là, le dernier en date qui est parfaitement grotesque, est-ce que nous descendons ou non des Gaulois ? Est-ce que pour être français aujourd'hui, il faut être Gaulois ? C'est un débat complètement surréaliste. Oui, c'est un débat surréaliste lancé par un candidat qui veut susciter cette polémique parce qu'il pense qu'il a tout à y gagner, Nicolas Sarkozy. Mais moi, dans sa phrase, nos ancêtres les Gaulois, ce qui me choque, c'est pas tellement qu'il commence par nos ancêtres les Gaulois. Je trouve ça très bien que des gens qui sont originaires d'Ukraine, du Botswana et lui-même de Hongrie, ou de Hongrie puissent dire nos ancêtres les Gaulois. Mais moi, ce qui me choque, c'est le point final, nos ancêtres les Gaulois, ou les racines chrétiennes, point. Non. Ce qu'il faut restituer comme récit national, c'est nos ancêtres les Gaulois, les Romains, les Francs, les Sarrasins, les Juifs, les Italiens, les Espagnols. Bref,
nos ancêtres multiples et variés qui ont façonné un pays dont le métissage ne date pas des SOS racisme ou des années 80, dont le caractère métissé, dont le caractère influencé par l'autre, par l'extérieur, est très ancien et surtout, contrairement à beaucoup de nos voisins, très assumé et directement assumé par l'imaginaire et par la littérature et par la philosophie française. Et c'est ça qui moi, m'intéresse. C'est pourquoi, alors que nous étions capables d'assumer et de célébrer une forme de trouble identitaire au Moyen-Âge, à l'époque des Lumières, au 19e siècle, au 20e siècle, et ben aujourd'hui, ça nous panique. Et on aurait besoin, comme ça, de s'imaginer que la France, avant, c'était un pays sous forme d'un village en une de valeur actuelle, monochrome, monocolore et sans influence extérieure, soit Astérix, soit un village chrétien pur et dur. Alors justement, ce que vous dites, c'est nos ancêtres, les Gaulois, d'accord, mais aussi Voltaire, aussi Beaumarchais, aussi Victor Hugo. C'est ça qui manque dans le discours d'aujourd'hui. Il manque le reste de l'histoire. C'est ça que vous avez essayé de rétablir dans votre livre. C'est OK pour les Gaulois, mais aussi regarder d'où on vient. Mais la France de Zemmour, elle existe. La France de Buisson, elle existe. La France de De Villiers, elle existe. Simplement, la France de Le Pen, elle existe. Mais ils amputent notre histoire. Ils amputent notre identité. Notre identité est bien plus large, bien plus complexe que celle qu'ils nous présentent. Moi, j'ai pas voulu dire que ce que eux formulent est absolument faux. Bien sûr qu'il y a des racines chrétiennes à la France. Bien sûr qu'il y a des alors origines maintenant, on dit gauloises. Judéo-chrétienne pour faire plus politiquement correct. Ça, c'est pour être sympathique parce qu'on a un nouvel ennemi dans ces cercles-là qui est l'islam. Donc, on veut intégrer le judéo au judéo-chrétien. Mais enfin, il y a 30 ans, on n'aurait jamais dit judéo-chrétienne. Mais non, c'est pas que ça n'existe pas. C'est que ça ampute. Et que moi, j'ai voulu restituer justement le caractère pluriel, multiple de ses origines, et que ce qui définit la France, en gros, par exemple, si on prend les racines chrétiennes qu'on nous sert matin, midi et soir, eh bien, par rapport à ses voisins, l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, ils ont aussi des racines chrétiennes. Ils ont aussi un long manteau de cathédrales et d'églises qui couvrent leur territoire. Mais ce qu'ils n'ont pas, et ce qui a fait la spécificité de la France, c'est pas d'avoir des églises et des cathédrales, c'est que au XVIe siècle, des gens se sont élevés contre la domination de la sphère publique par les religions pour dire non, notre définition de la nation, elle est laïque. Ce qu'on appelait les politiques. Alors, Raphaël, je rappelle que vous venez de sortir un livre pour ceux qui y arrivent en route, Notre France, dire et aimer ce que nous sommes, et en sous-titre, l'histoire oubliée de la France, humaniste et cosmopolite. Alors, c'est vrai que vous nous rendez une France, comme j'ai dit tout à l'heure, encore plus sympathique qu'avant, parce que à propos justement des racines chrétiennes, vous rappelez quand même que la Révolution s'est faite contre l'Église, et qu'il y a, vous citez un passage, je ne sais plus de qui dit qu'effectivement la République s'est construite contre l'Église. Donc c'est un peu bizarre aujourd'hui en République du XXIe siècle de se revendiquer de racines chrétiennes. Et généralement, on fait remonter ça au vote de la laïcité en 1905, mais en réalité, ça remonte à bien avant. Ça remonte au XVIe siècle, quand la France se constitue en tant que nation politique. Qu'est-ce qui se passe ? Un chancelier qui s'appelle Michel de l'Hospital arrive face aux notables du royaume qui s'entretuent sur le thème de la rivalité entre protestants et catholiques. Et il les regarde et il leur dit une chose. Il leur dit, il va falloir maintenant, sous peine de disparition de la France, passer de la politique des religions, c'est-à-dire du primat du fait religieux sur le fait commun, sur le fait politique, à la religion du politique. C'est-à-dire qu'on va élever la politique, ce qui s'appelle la chose commune, donc la République étymologiquement, même si c'est pas encore une république institutionnellement, au-dessus des communautés et des religions, et des communautés religieuses en particulier. Et ce geste-là, il est fondateur de ce qu'est la France. C'est inouï au XVIe siècle, dans l'Europe chrétienne, d'avoir des propos comme cela, où il dit, mais arrêtons d'utiliser ces termes de baptiste, de anti-baptiste, de romain, d'anti-romain. En gros, on s'en fout. Ce qui nous caractérise, c'est d'être français, c'est-à-dire d'appartenir à un projet politique qui ne se définit ni par le sang, ni par le ciel.
Et c'est ça qui fait la spécificité de la France. L'identité française, elle est bien plus là-dedans que dans des racines chrétiennes qu'elle partage avec l'ensemble de l'Europe. Alors, si vous voulez, quand on reprend justement ce qu'on peut appeler le roman national, c'est-à-dire ce qui fait, comme vous dites, notre histoire de France, c'est pas effectivement la même histoire de France pour tout le monde, mais celle qui est quand même un tronc commun, on revient effectivement aux Lumières et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une fois très sympathique. C'est-à-dire quand on voit qu'on est rabelaisien, qu'on est cosmopolite, qu'on est ouvert sur l'Europe, sur le monde. En fait, c'est une tradition française extrêmement sympathique par rapport à ce qu'on veut nous projeter aujourd'hui de ce qu'est la France. Mais en fait, il y a plusieurs traditions françaises, évidemment. Donc moi, je m'oriente vers une tradition française, qui est la tradition humaniste, qui est la tradition ouverte sur le monde, sur l'autre, sur l'avenir, mais qui est une tradition extrêmement forte. Aujourd'hui, quand on veut discréditer la parole censée être progressiste, on dit qu'il s'agit d'un discours de bobo. On traite les gens de droits de l'homiste. Eh bien, moi, j'ai voulu prendre au sérieux ces notions et retrouver qu'est-ce qui, dans notre histoire, conduit à la proclamation des droits de l'homme. Et c'est en fait quelque chose d'extrêmement profond dans la culture populaire française. C'est pas l'affaire d'une élite. Vous savez, en France, en 1848, par exemple, il y a 100 000 personnes qui manifestent dans la rue, dont 14 000 ouvriers des ateliers nationaux, pour une question de politique étrangère, pour le soutien à l'insurrection de Varsovie contre les Russes et les Prussiens qui sont à l'époque alliés pour réprimer le patriotisme polonais. Mais à l'époque, vous vous rendez compte, Varsovie, c'est plus loin pour un Parisien qu'aujourd'hui la Birmanie, le fin fond de la Birmanie l'est pour un Parisien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas EasyJet, il n'y a pas les moyens de communication modernes. Et pourtant, il y a des ouvriers français aussi, par exemple, qui se mettent en grève quand on décide d'expulser en 1833 des Polonais de France et qui bloquent la police pendant des semaines dans le nord Pas-de-Calais, des ouvriers des filatures du Pas-de-Calais. Et moi, c'est cette histoire-là que j'ai voulu revisiter. Comment est-ce que, finalement, ce qu'aujourd'hui on considère comme être l'affaire d'une élite de gauche hors sol, les droits de l'homme, eh bien, a tellement infusé la population française, l'histoire de France, que c'est devenu une idéologie nationale. C'est-à-dire que quand on parlait de la nation française, on parlait en même temps des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qui sont des idéaux qui ont tellement pénétré la mentalité française qu'en gros, on assimilait la France à ces principes-là. Et si on prend Victor Hugo, d'ailleurs, on peut parler de ses funérailles. C'est la plus grande manif de l'histoire de France jusqu'à le 11 janvier 2015. Voilà. C'était pas la libération de Paris, finalement, c'était l'enterrement de Victor Hugo qui était vraiment l'icône de la France populaire. Donc c'est pas les bobos, on ne parle pas des bobos, on parle des funérailles de Victor Hugo. Et c'était les prostituées qui faisaient des passes gratuites en l'honneur de Fantine, les ouvriers qui se mettaient en jour de grève non payé juste pour aller saluer le corbillard de Victor Hugo, parce que Victor Hugo était, aujourd'hui on dirait, le chanteur de la France d'en bas, c'est-à-dire le chanteur de ce Paris des Gavroches et des habitants des faubourgs. C'était le plus grand conteur du patriotisme français populaire. Et dans le même temps, c'était le premier des Européens. C'était l'homme qui était à la fois dans l'exaltation de ce qu'était la France et dans l'invention de cette conquête européenne, de cet idéal des États-Unis d'Europe. Il a écrit des textes que je revisite qui sont absolument sidérants de beauté et de caractère visionnaire sur l'union des peuples européens en démocratie européenne. Et donc, ce que le personnage de Victor Hugo, quand on le revisite, montre, c'est que, d'abord, l'Europe n'est pas le produit de l'imagination perverse de banquiers mondialistes ou de technocrates bruxellois, mais que, en plus, quand on veut aujourd'hui opposer le récit national français au projet européen en disant que les deux sont incompatibles et qu'il faut choisir, c'est bien mal connaître le récit national français parce que l'Europe, l'aventure européenne, était perçue comme un débouché naturel du patriotisme français, qui est un patriotisme extraverti et pas introverti. Oui, mais Raphaël Glucksmann, vous dites également que ce projet européen est maintenant géré par des gens qui n'ont pas connu cette histoire.
et qui sont les technocrates qui n'ont plus rien à voir avec ce projet de départ qui remonte jusqu'à Victor Hugo. Et d'où la crise entre l'Europe et les peuples. Bien sûr, et c'est tout le drame actuel, c'est qu'en gros, on nous fait croire qu'il y aurait le choix entre deux choses, c'est-à-dire soit le statu quo, cette Europe technocratique qui se limite finalement à des normes et qui refuse de passer au stade de la démocratie politique européenne, donc un entre-deux qui ne fait plus sens et qui n'arrive pas à faire sens, et de l'autre côté, si on refuse cet entre-deux, alors il faudrait revenir aux souverainetés nationales pures et accepter les grilles de lecture souverainistes. Moi, je pense que c'est pas ça le choix, que le choix, ça devrait être entre une vision européenne politique assumée et le retour au souverainisme. Et que le problème des élites européennes, et en particulier des élites dites progressistes, c'est qu'elles n'ont jamais assumé le récit et le projet européen jusqu'au bout, et qui est donc, elles nous ont légué une sorte de monstre technocratique, voilà, absolument incohérente, ouais. Et surtout qui ne peut susciter aucun enthousiasme. Je veux dire, prenons un cas très bête. On est incapable en Europe, dans cette Europe-là, de s'accorder sur autre chose que des ponts pour nos billets de banque. Sur les billets de banque, l'euro, on ne voit pas Mozart ou Léonard de Vinci ou Victor Hugo. On ne voit que des ponts parce que les gens ont peur de mettre une figure. Par exemple, les Français ne supporteraient pas qu'il y ait un Italien, un Espagnol et pas un Français. Et donc, on est bloqué, même pour ce genre de mini symbole, parce qu'il n'y a aucune vision franchement européenne qui s'assume. Alors, Raphaël Glucksmann, à propos justement de cette vision de la République, je voulais citer quelque chose que vous citez dans votre livre, c'est Pierre Mendès France. Alors, est-ce que c'était un bobo, Mendès France? Peut-être pour Zemmour, c'était définitivement un bobo, mais pour nous pas. Il dit « La République doit se construire sans cesse, car nous la concevons éternellement révolutionnaire. » Ça, c'est très bobo, hein, c'est très mai 68. « À l'encontre de l'inégalité, de l'oppression, de la misère, de la routine, des préjugés, éternellement inachevés, tant qu'il reste des progrès à accomplir. » Moi, je trouve ça absolument magnifique comme définition. Mais c'est que, en fait, la République, aujourd'hui, quand on la cite, quand on en parle, on la considère comme une sorte de musée Grévin. C'est toujours les mêmes phrases qu'on nous sort, l'esprit républicain, les principes républicains. Mais la République, avant d'être un musée ou même avant d'être des institutions, c'est un projet de transformation de la société qui n'est jamais achevé. Parce que tant qu'il reste des privilèges à combattre, et il y en aura toujours, puisqu'il se reconstitue toujours, eh bien l'idéal républicain sera nécessairement révolutionnaire parce qu'il visera nécessairement à abolir ces privilèges. Et alors quand on écoute cette phrase, qui est pourtant pas prononcée par un gauchiste, Pierre Mendès France, c'était un président du Conseil de centre-gauche, eh bien on comprend le drame du Parti socialiste aujourd'hui. C'est-à-dire que le Parti socialiste est devenu le garant de la conservation du statu quo social, du statu quo même idéologique et moral, et il a laissé tout l'idéal de transformation de la société, tout l'idéal d'abolition des privilèges, de lutte contre les castes, il l'a laissé en jachère. Or, la France a été guidée toute son histoire par l'esprit d'une nuit, qui est la nuit du 4 août, c'est-à-dire la nuit de l'abolition, 4 août 1789, qui est la nuit de l'abolition des privilèges. Et le drame actuel, le drame politique actuel et le drame social actuel, c'est que le parti qui kidnappe cet esprit-là de lutte contre les privilèges, de défense des déclassés et des faibles, contre une élite qui s'est ossifiée, eh bien, le parti donc qui usurpe une part de l'idéal républicain, révolutionnaire et transformateur, c'est le Front National. C'est le Front National qui parle aux gens qui sont déclassés en Picardie ou dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est le Front National qui parle de patriotisme. Qui parle de patriotisme et qui va mettre dans la notion de patriotisme un fort élément de révolution sociale. Et moi, il y a un événement qui me parle particulièrement au moment des élections départementales, alors les dernières. On pense que les élections départementales ne sont pas très intéressantes, mais il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est Madame Parfait qui concourait sous l'étiquette du Front National, qui était la femme de ménage du sénateur maire socialiste et qui l'a écrasée aux élections. Et le Front National en a fait un étendard.
Mais ils ont eu raison, parce que c'est fondamentalement un symbole extrêmement révolutionnaire et extrêmement puissant. C'est le symbole de la Bérésina de la gauche actuelle, c'est-à-dire l'incapacité de cette gauche à accepter un discours de transformation sociale et d'abolition des privilèges, laissant cela au Front National. Et pour moi, c'est ça le drame. Vous savez, quand on parle avec des électeurs du Front National en Picardie ou dans le Pas-de-Calais, eh bien, ils ne sont pas fondamentalement xénophobes ou racistes. Ils sont d'abord dans l'impression justifiée d'avoir été abandonnés par Paris et dans un idéal de revanche. La colère du peuple. Oui. Et cette colère du peuple, elle est captée en Espagne par Podemos et en France par le Front National. Avec Trump aux États-Unis. Bien sûr. Alors, vous citez quelque chose qui est très intéressant, c'est Matteo Renzi et c'est Manuel Valls qui se rencontrent. Hein. Et Matteo Renzi, donc président, Premier ministre, président du Conseil, président du Conseil italien, conseille à Manuel Valls d'abord s'attaquer aux privilégiés et à l'élite pour faire passer des réformes libérales. Pour faire passer des réformes au lieu de commencer par en bas, taper en bas pour faire passer les réformes et s'attaquer après aux élites. Donc Matteo Renzi donne ce conseil, c'est-à-dire qu'il l'a appliqué lui-même en Italie, et Valls ne l'écoute pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les deux appartiennent en gros à la même génération et ont grosso modo le même programme de réforme. Ils n'ont pas de différence politique. Non, et ils appartiennent à cette gauche sociale libérale qui s'assume et qui entend réconcilier le socialisme avec le marché. C'est ça le slogan. Et donc, quand ils se rencontrent, ils ont peu ou prou le même rapport au monde et les mêmes idées de réforme sur le code du travail ou sur les structures socio-économiques du pays. Mais simplement, la différence, elle se situe dans la capacité de l'un et de l'autre à inscrire ces réformes-là dans une perspective d'abolition des privilèges et d'équité sociale. Donc Matteo Renzi, comment est-ce qu'il fait passer ces réformes avec moins d'opposition que le gouvernement français ? Eh bien, il commence par s'attaquer aux élites. Il commence par s'attaquer à la technostructure. Il commence par s'attaquer aux élus en leur demandant de renoncer à un certain nombre de leurs privilèges. Alors comme en plus c'est une bête de médias, il fait ça dans un grand show télévisuel, mais il commence par taper en haut pour ensuite imposer ses réformes en bas. Mais comment faire croire à la France, et en particulier à l'électorat de gauche, que le cheminot de la CGT qui gagne 1 800 € en fin de carrière est un privilégié, quand par ailleurs, on sait que les députés ou les ex-ministres ou les hauts fonctionnaires des cabinets ont des chauffeurs qui sont à leur disposition 24 heures sur 24. Comment faire croire en ça ? Et c'est ça tout le problème, je pense. Là, on connaît la suite, parce qu'effectivement, Valls a voulu faire passer en forme sa loi sur le travail. Il s'est retrouvé avec une opposition généralisée, et ça n'a absolument pas marché. Non, et l'enjeu, c'est pourquoi en France, alors que tout le monde sait que la haute fonction publique française et les élus et les cadres des partis politiques qui font l'alternance au pouvoir sont des privilégiés, et qu'ils ont des privilèges qui semblent aujourd'hui inadmissibles à la majorité de la population, pourquoi il n'y a pas le courage politique de dénoncer cela quand on est au pouvoir et de briser cela? Alors là, vous rappelez dans votre livre justement d'où on vient. On vient de cette nuit de l'abolition des privilèges. Parlons de notre France, de notre histoire de France. Quand même, on l'apprend dans les manuels scolaires. Ça a été ça. Et même avant la Révolution française. Et pourquoi la droite, par exemple, n'a jamais parlé de nation avant le XXe siècle ? Parce qu'elle avait trop peur, la droite conservatrice. C'est très récent qu'elle se définisse comme nationale. La droite conservatrice avait trop peur de la notion d'égalité et d'abolition des hiérarchies sociales qui était contenue dans cette idée de nation française. Et donc, c'était vraiment un concept de gauche. La nation, c'était un concept progressiste, un concept d'émancipation sociale. Et donc, le paradoxe ultime actuel, c'est l'inversion de ça. C'est-à-dire que c'est devenu un concept utilisé par la droite, et finalement, aujourd'hui, grâce au Front National, avec les mêmes
tendance anti-élite lorsque la gauche l'utilise. Oui, parce qu'on voit que depuis que la gauche est revenue au gouvernement, on n'a pas aboli les grands corps d'État. Au contraire, ils ont tous eu des places privilégiées dans les différentes institutions. On a l'impression un renforcement de ces élites de corps d'État, d'énarques, etc. C'est le contraire qui s'est passé. Mais déjà, ils en sortent tous, donc c'est quand même compliqué de penser Alors, Sarkozy, non. Sarkozy, non, mais bien sûr. Mais Sarkozy, son élection en 2007, ça c'est, moi je pense, largement joué sur cet espoir qu'il allait s'attaquer réellement au grand corps de la République. Mais il le disait. Hein. Et il le disait, il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Et la déception du peuple de droite face au fait qu'il ne l'ait pas fait explique largement les scores hallucinants du Front National ensuite. Il a préféré s'occuper de l'identité nationale et de prononcer le discours de Grenoble pour essayer d'assécher les progrès de l'extrême droite, plutôt que de s'occuper du véritable moteur des progrès de cette extrême droite, qui est ce sentiment de nécessaire revanche sociale. Et donc, c'est tout l'enjeu. Moi, je serais un dirigeant socialiste, aujourd'hui, je n'arriverais pas à trouver le sommeil. Tant que la gauche au pouvoir, ou l'autre gauche, ou n'importe quelle gauche, n'arrive pas à reprendre ce flambeau du changement social, de la transformation sociale, de l'inversion des hiérarchies, eh bien, franchement, la démocratie française sera dans une problématique très complexe, parce que le Front National continuera à progresser, quoi qu'on dise depuis Paris. Ça sert à rien, on peut très bien faire des manifs toute la journée en disant F comme fasciste, N comme nazi, visant Marine Le Pen. Il n'empêche qu'elle continuera à progresser, parce que les gens qui se sentent déclassés socialement et économiquement continueront à trouver que toutes nos admonestations morales viennent de gens privilégiés. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, d'essentiel, d'écouter cette colère sociale et ensuite de reprendre dans notre histoire les éléments qui permettent de s'adresser à cette colère sociale. Oui, c'est l'étape qu'a raté la gauche, qui n'a pas saisi l'opportunité de proposer autre chose. Et comme c'est la droite qui propose une sorte de discours national, les gens vont préférer les vrais, c'est-à-dire le Front National, à ceux qui font semblant d'être patriotes et xénophobes. En fait, il y a deux stratégies possibles face au Front National. Soit reprendre leur thématique idéologique sur la xénophobie, la fermeture des frontières, l'hostilité aux migrants, l'hostilité aux autres. Donc ça, c'est une stratégie qui est celle assumée par Nicolas Sarkozy, par exemple. Soit leur reprendre le flambeau de la revanche sociale. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Parce que accepter leur grille de lecture sur la nation française, c'est s'amputer de son histoire, c'est finalement abandonner l'ensemble des principes. C'est du révisionnisme, parce que ça nie quand même ce qui a été plutôt dominant. Bien sûr, dans notre histoire. Depuis la Révolution française, c'est et quand même ce discours, même effectivement avant, c'est quand même le discours qui a été dominant et qui d'ailleurs est enseigné dans les manuels scolaires. On ne l'invente pas. Je voulais revenir sur quelque chose qui est quand même intéressant à propos de la nation française, parce que nous sommes sur RCJ, sur la question de l'émancipation des Juifs. Il y a tout un passage dans votre livre qui revient là-dessus, en 1790. Ouais. Savoir que, quand même, à cette époque-là, il se posait ce genre de questions c'est intéressant, se poser la question comment, il disait pas assimiler, il disait alors émanciper des parties de la population qui ne sont pas chrétiennes. Et ben, dès 1789, l'émancipation des protestants et des juifs du sud-ouest ne pose aucun problème pour les révolutionnaires français. Mais fin 90, il reste encore une seule partie de la population française qui n'a pas été émancipée, qui n'a pas accédé à la citoyenneté et à l'égalité des droits, c'est les juifs alsaciens. Et à l'époque, il y a des débats enflammés à l'Assemblée sur le thème, mais vous vous rendez compte, les juifs alsaciens, ils ont plein d'enfants, ils respectent leurs lois communautaires bien plus que les lois communes, ils sont ultra conservateurs, et regardez comme ils s'habillent, et regardez comment leurs femmes sont opprimées. Donc il y avait réellement un problème des juifs alsaciens. Et il y avait deux positions. L'Église et les députés d'Alsace, d'ailleurs, sont très hostiles à l'octroi de la citoyenneté aux juifs alsaciens en disant « Ok pour les autres juifs, mais pas pour ceux-là ». Et face à eux, il y avait Robespierre... et l'abbé Barnave. Et Barnave et Clermont-Tonnerre.
Et Clermont-Tonnerre. Et Clermont-Tonnerre prend le leadership de ceux qui sont pour donner la citoyenneté et émanciper les Juifs alsaciens. Et il a cette phrase Alors voilà, je l'ai dans le livre. Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et tout accorder aux Juifs comme individus. Il faut qu'ils ne fassent dans l'État ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens. Alors c'est quelque chose qui fait encore débat aujourd'hui. Bien sûr, c'est quelque chose qui fait débat aujourd'hui. Certains y voient la preuve d'un fond antisémite qui gagne même les révolutionnaires les plus éclairés, le refus de reconnaître l'héritage juif de la France, le refus de reconnaître le rôle de la communauté juive dans l'histoire française. Moi, j'y vois l'opposé absolu. Vous n'êtes pas tout seul, hein? Non, bien sûr, non, mais je ne suis pas tout seul. Bien sûr, je suis pas tout seul, mais moi, j'y vois dans ce débat-là, je me situe très clairement, et j'y vois l'opposé absolu, c'est-à-dire que finalement, déjà, Clermont-Tonnerre, quand il dit cette phrase, il ne pense pas aux Juifs, il pense aux protestants et aux catholiques et aux guerres de religion, qui sont la grande blessure à cette époque, et peut-être encore aujourd'hui, on peut largement expliquer nos réactions au communautarisme par cette histoire liée aux guerres de religion, le moment où la France a failli sombrer dans le néant parce que les communautés s'élevaient au-dessus du bien commun. Et donc, il pense plus à sa propre histoire, Clermont-Tonnerre, qu'aux Juifs spécifiquement. Mais en plus, c'est la grande chance des Juifs français. C'est l'immense chance qu'aujourd'hui, au fond, dans la communauté juive, on tend à oublier, qui est que la France a été ce pays, peut-être presque le seul pays européen, qui a considéré les Juifs comme des individus, en gros, en se foutant du fait qu'ils soient juifs. Et c'était une avancée incroyable. C'était vraiment une chance immense. Et par exemple, quand je revisite dans le livre le moment de l'affaire Dreyfus, qui aujourd'hui peut être lu comme la preuve qu'il y avait un antisémitisme très fort en France, moi pareil, je le vois à l'opposé. C'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe, il y avait des Juifs qui étaient arrêtés à tort et accusés de trahison et envoyés en prison. Il n'y a qu'un seul pays en Europe. On s'est écharpé là-dessus. Ouais, où le pays tout entier s'est arrêté de vivre. Moi, je me suis plongé dans parce qu'un juif était accusé à tort. Je me suis plongé dans les chronologies de l'histoire de France. C'est hallucinant. Au tournant du siècle, début du 20e, fin du 19e, l'ensemble des dates françaises, politiques, sociales, morales, est quasiment centré autour d'une seule individualité, qui est le capitaine Dreyfus, qui en plus personnellement n'est pas quelqu'un de fondamentalement exaltant, parce que c'est un capitaine bourgeois. Voilà. Oui. Et un capitaine issu de la bourgeoisie juive. Bref, un homme sans histoire qui tout d'un coup se retrouve plongé au cœur de l'histoire et qui va littéralement bloquer la France, scinder la France. Et ça, c'est une chance incroyable. C'est-à-dire qu'il n'était même plus considéré en tant que juif. Il était un individu symbole de la fidélité ou pas de la France à sa propre histoire et au 26 août 1789, c'est-à-dire à la Déclaration des droits de l'homme. Mais il faut lire les textes des gens qui s'opposent à Dreyfus ou qui défendent Dreyfus et à quel point ils appellent l'ensemble de l'histoire française à leur tribunal pour leur défense et comment, en gros, par exemple, des défenseurs de Dreyfus vont faire des heures entières de discours sur comment le cogito cartésien conduit à la défense de ce capitaine juif accusé à tort. Bref, c'est, à mon avis, un grand moment d'illustration de ce qu'est la France, en tout cas de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est appelée à redevenir, c'est-à-dire ce pays qui finalement considère les hommes, pas les communautés, les hommes. Et c'est une histoire très différente des États-Unis. C'est une histoire qui en gros, conduit à un modèle très spécifique et qui fait notre peur des communautarismes. Il y a un rejet français qui s'explique par l'histoire et qui remonte jusqu'aux guerres de religion des communautarismes. Aux États-Unis, c'est One Nation Under God, une nation sous Dieu. Et la France, c'est quelque chose de très différent. C'est une nation au-dessus des dieux, une nation qui s'est créée en soumettant les dieux au pluriel, parce qu'ils ont toujours été au pluriel en France, en soumettant les dieux à la République. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ça explique notre attitude, par exemple, différente des Américains ou des Anglais vis-à-vis des caricatures de Charlie Hebdo. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'ils étaient floutés, les dessins étaient floutés sur les chaînes anglo-saxonnes. Oui, alors après l'attentat.
Oui, après l'attentat, après le 7 janvier, alors qu'en France, c'est devenu des étendards des plus grandes manifestations Oui, de moi je l'histoire trouve française. ça très intéressant ce que vous dites, Raphaël Glucksmann, dans ce qui s'est passé le 11 janvier, donc la plus grande manifestation. On dit 4 millions à Paris, on n'a jamais eu une manifestation, peut-être depuis les funérailles de Victor Hugo. Non, c'est encore plus grand. Ouais, c'est plus grand que Victor Hugo. Alors, il y a plus de monde aussi. Enfin, en tout cas, peut-être la plus grande manifestation de l'histoire de France. Et c'était, vous disiez, c'est aussi une manifestation pour le droit au blasphème, à la caricature, qui remonte à une tradition ancienne, d'être iconoclaste, d'être provocateur. Ça tombe pas du ciel. C'est ce côté français, comme vous dites, Rabelais, qui peut être rigolard, provocateur, iconoclaste, et qu'on a retrouvé en mai 68, qu'on a vu bien avant. Ça vient pas de nulle part, ça. Non, c'est quelque chose de fondamental même pour les Français. Et bien sûr que les gens, le 11 janvier, manifestaient contre le terrorisme, contre le fondamentalisme musulman, pour la République, mais ils manifestaient aussi spécifiquement pour les caricaturistes de Charlie Hebdo. Après, les autres attentats, ceux qui visaient les juifs ou ceux qui visaient les policiers, il n'y a pas eu les mêmes manifestations qu'après Charlie Hebdo. Et les gens, finalement, faut pas se le cacher, ils étaient d'abord là pour les caricaturistes et pas pour oui, même pas pour les pauvres policiers tués devant. Pas pour les juifs ou pas pour les policiers. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça touchait de si spécifiquement français, le meurtre, l'assassinat horrible de ces caricaturistes, de ces dessinateurs et de ces journalistes ? Ça touchait l'esprit rabelaisien qui forge la France, qui a forgé l'esprit français depuis le 15e, le 14e siècle même, bien avant Rabelais déjà, quant au carnaval, qui était la grande institution du Moyen-Âge français, eh bien, le monde était inversé et on pouvait rire de tout, y compris du roi, y compris des prêtres qu'on mettait nus dans la rue et qu'on faisait embrasser des prostituées. C'était un esprit qui s'est magnifié avec Rabelais, qui a donné l'adjectif rabelaisien et qui s'est continué jusqu'à Charlie Hebdo à travers toute l'histoire de France. Charivari, qui est l'ancêtre de Charlie Hebdo au 19e siècle, se vendait à plus que 200 000 exemplaires. Notre canard enchaîné avant. Voilà, et donc c'est cet esprit-là de caricature, de refus du sacré, de rejet du sacré, de désacralisation permanente, qui est une forme de rire blasphémateur qui libère les consciences et les corps. Et ça a forgé l'esprit français. Et quand on lit la presse étrangère, ou même quand on se lit nous-mêmes parlant de la France et de l'esprit français, mais on se rend compte qu'il y a une particularité très bizarre, c'est que les adjectifs qui sont le plus utilisés pour qualifier notre esprit, c'est des adjectifs dérivés de noms propres. On dirait pas des Espagnols, par exemple, qui sont cervantésistes, oui. Ou alors ou des Allemands qui sont goethiens. On dirait, par exemple, quand on utilise le mot shakespearien, l'adjectif shakespearien, c'est pas pour qualifier l'esprit anglais, c'est pour qualifier un type d'intrigue. Mais on est cartésien. Mais on est cartésien, voltairien et rabelaisien. Et finalement, les trois adjectifs dans lesquels je plonge dans ce livre, ils nous disent, sous des formes différentes, la même chose, la même libération de la conscience vis-à-vis du sacré, vis-à-vis de toute forme d'hétéronomie, et le même culte de la liberté d'esprit, la liberté de conscience, la liberté de corps, le lien à la chair, chez Rabelais, le lien à la liberté de penser chez Descartes, la liberté de douter, et le lien à la liberté de se moquer et de critiquer chez Voltaire. Et oui, justement, puisque tout le débat sur mai 68 est ressorti d'abord avec Nicolas Sarkozy, et là ça continue, comme quoi tous les mots viennent de mai 68, nous avons détruit les fondements de cette société, ce qui est évidemment pas vrai. Mais moi ce que j'aime bien, c'est quand vous dites, finalement, on a toujours été décadent. La question de la décadence remonte aussi là, très loin. Et en fait, mai 68, au risque même de décevoir les 68ards, n'est qu'un événement français parmi une ribambelle de révoltes absolument similaires qui ont structuré notre histoire, d'ailleurs en la déstructurant, qui ont une série de ruptures comme ça, comme le fut mai 68, où en gros, dans l'histoire de France, peut-être à chaque époque, les jeunes gens, pour s'affirmer, doivent entrer en rupture avec l'ordre social et avec l'héritage
dont il faut qu'il se libère pour pouvoir réellement l'assumer. Et c'est ça qui s'est passé en 68. Moi, je pense que l'origine des problèmes qu'on vit aujourd'hui, c'est pas du tout 68 comme veulent le faire croire Buisson et Sarkozy, c'est la suite de 68. C'est les années 70 et 80, en particulier les années 80, où, alors que 68 avait magnifiquement déstructuré des mythes qui nous oppressaient, eh bien, il fallait commencer à réécrire une histoire. Reconstruire quelque chose. Reconstruire quelque chose. Et Ça c'est n'a ça qui pas a été manqué. fait. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que ma génération est Je vous rappelle quand même qu'on a eu des gouvernements de droite jusqu'en 1981. Oui, mais justement, et ensuite on a eu un président socialiste de droite. Ah, d'accord. Enfin, le fait est que la gauche avait gagné les élections, Oui. qu'elle s'est habituée à l'idée d'être hégémonique culturellement dans ce pays. En 81. Hein, ouais, et qu'elle est devenue paresseuse. Elle est devenue fondamentalement feignante. Mais est-ce que, alors, bon, je répète qu'il faut lire votre livre parce que c'est justement, ça déconstruit une fausse histoire de France. Ça s'appelle Notre France, dire et aimer ce que nous sommes. Et en particulier, donc, on est plus drôle, plus décadent, plus sarcastique, plus révolutionnaire que ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Mais il y a quand même quelque chose qui revient assez souvent, c'est la question des boucs émissaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le migrant qui arrive à la nage. Entre les deux guerres, ça a été le juif. Et vous remontez, il y a toujours cette tendance à trouver des boucs émissaires pour développer, au lieu d'accueillir ce qui avait été fait, au lieu de dire que d'être cosmopolite c'est bien, on se referme en refusant l'étranger. Il y a toujours eu les deux tendances. Il y a eu la France cosmopolite qui s'est construite comme cela, en acceptant l'autre et en l'intégrant au même. Et il y a toujours eu, face à cette évolution cosmopolite de la société française, des gens qui ne la supportaient pas, qui ne supportaient pas d'avoir une identité troublée, qui ne supportaient pas d'avoir une identité multiple, et qui donc, pour chasser ce trouble qui les gagnait, eh bien, avaient besoin de boucs émissaires. Ça a été la sorcière, une figure que je revisite, ça a été bien sûr les protestants, puis ensuite finalement les juifs, et enfin les migrants, ou les Roms, mais il y a toujours eu ce besoin-là. Et donc, il y a toujours eu deux France. Moi, je ne pense pas que les réacs d'aujourd'hui inventent quoi que ce soit. Ils ont toujours été là, ils ont toujours stigmatisé les boucs émissaires. Mais il n'y a pas simplement deux France. Et bien sûr qu'il y a deux France. Et la France, finalement, c'est pour ça que moi j'ai appelé mon livre Notre France. C'est-à-dire qu'il y a deux France, depuis le début, qui s'affrontent, et la France en tant que telle est le champ de bataille, l'arène dans laquelle ces visions opposées de la France s'affrontent. Moi, par exemple, je ne suis pas pour censurer et interdire Zemmour ou De Villiers. Je ne suis absolument pas pour les exclure des ondes, je ne suis pas non plus pour leur faire des procès. Moi, je suis pour débattre et combattre leur vision, et du coup, pour que enfin il y ait à nouveau ces deux visions qui soient exprimées. Le problème, c'est pas l'existence de la vision réactionnaire, le problème, c'est la disparition du débat public depuis quelques années de la vision progressiste. Il y avait une chose formidable qui s'est passée, formidable surtout pour moi qui ai fait mai 68, le 11 janvier 2015, c'est qu'on a ressorti les drapeaux français que nous avions brûlés en 68 largement. Et brusquement... Ce qui est aussi une vieille tradition française. De brûler le drapeau français. C'était très très émouvant pour quelqu'un comme moi de revoir les drapeaux français ressortis, réappropriés au lieu de les laisser toujours aux manifestations d'extrême droite. Ça y est, on récupère notre drapeau français. Donc il faut récupérer notre France. C'est ce que vous faites dans votre livre. Et vous savez, j'ai failli l'appeler le livre « Fier d'être français », qui est le slogan du Front National. Alors, mais je me suis dit que c'était un peu trop polémique. Ça aurait été bien quand même. Alors, Fier d'être français, donc pour terminer, Raphaël Glucksmann, il y a quelque chose dont vous parlez beaucoup dans votre livre qui est un symbole qui est l'affiche rouge, c'est-à-dire cette affiche pendant la guerre des 23 jeunes aux noms imprononçables qui étaient tous des immigrés juifs, polonais, italiens, arméniens, Manouchian, et qui ont été fusillés par les Allemands, et donc qui sont un symbole parce qu'avant de mourir, ils ont écrit des lettres en disant on meurt pour la France. Donc c'était
c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Ils étaient tous étrangers et ils sont tous venus combattre et ils sont morts en criant Vive la France. Donc on termine, Raphaël Glucksmann, en écoutant Léo Ferré sur le poème d'Aragon qui chante l'affiche rouge. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.